vice-président, puisque bon, il a eu un empêchement de dernière minute. Je souhaite vraiment vous remercier, les enseignants, les collèges d'enseignants, pour l'immensité du travail qui a été réalisé depuis quelques années. Remercier aussi Luc Mouton pour la coordination nationale, car ça assure pour les doyens une très bonne visibilité du travail qui est réalisé. Nous avons dû affronter 3 réformes en 5 ans, c'est énorme. Elles sont maintenant tout doucement en phase vraiment d'installation pour la réforme d'accès aux études en santé. Elle commence tout doucement à trouver sa maturité pour la R3C et il y a encore un travail important à fournir pour mettre en place la réforme du 2e cycle, qui est un enjeu pédagogique majeur. Je vous le redis, les doyens qui sont bien sûr les responsables et les garants de l'enseignement dans leur faculté ont tout à fait conscience du travail important qui a été fourni et qui est encore fourni tous les jours par les collèges. C'est un travail qui est indispensable et cette interface entre la conférence des doyens et la CNCEM est un point auquel les doyens tiennent tout particulièrement. Luc Mouton est d'ailleurs invité systématiquement à toutes les réunions de la conférence des doyens. Cette importance du suivi des réformes et de leur mise en place, suivie par la conférence, me permet de vous dire que l'implication en pédagogie des enseignants est un point que la conférence des doyens souhaite mettre en avant dans les carrières hospitalo-universitaires. C'est un point de discussion que nous avons déjà eu avec Bertrand Godot, avec le CNU, et c'est un point qu'il nous faut travailler encore. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle grille relue opérationnelle, nouvelle grille SIAPS qui nous permettra, je l'espère, avec les CNU, de mieux appréhender l'investissement pédagogique des collègues. Nous travaillons aussi, bien sûr, sur la revalorisation de la carrière des hospitalo-universitaires. C'est vraiment une nécessité, c'est un point majeur en termes d'attractivité. Et si on souhaite avoir des jeunes collègues pour suivre ces réformes, eh bien, il faut bien sûr que nos statuts, nos carrières soient revalorisées, soient attractives. Ça aussi, c'est un point que nous avons discuté et que nous suivons de très près avec Bertrand Godot, avec le CNU. Un point encore sur un point d'attention que je voudrais vous soumettre, qui est celui de la qualité de vie et des étudiants en santé. Beaucoup de choses ont été dites ces dernières années. Il y a indiscutablement une souffrance étudiante qui s'est exprimée ces dernières années, notamment avec la masse de travail considérable qui était demandée dans le 2e cycle. La réforme du 2e cycle, j'espère, répondra en partie à cela. Il y a beaucoup d'anxiété qui est associée à ces réformes de la part des étudiants, c'est bien normal. On se doit d'être attentif à cela, on se doit de les accompagner, on se doit de leur favoriser un parcours de formation harmonieux et sans une anxiété démesurée. Et donc, la conférence des doyens est aussi très attentive à la qualité de vie de nos étudiants. Et les étudiants qui sont là savent qu'on peut en discuter, bien sûr, et travailler ensemble sur les points d'amélioration qui sont sûrement encore nombreux. Et avec cette qualité de vie des étudiants, il est indispensable de parler du temps de travail des étudiants en 2e cycle, mais aussi en 3e cycle, bien sûr. Il y a des textes récents qui sont sortis sur ce point. Et on se doit donc d'être attentif à accompagner cette évolution vers un temps de travail probablement plus adapté, mais tout en permettant bien sûr une formation aussi adaptée de nos étudiants. Donc, pour finir,
Un grand merci au Collège des enseignants qui nous accompagne et qui fait un travail de fond extrêmement important. Un grand merci pour votre suivi des réformes, pour votre interface de qualité avec la conférence des doyens. On va pouvoir balayer les différentes réformes dans cette Assemblée générale. Vous verrez qu'il y a encore des points d'amélioration et des points de suivi, et on est là pour ça. Et donc, merci Luc de l'organisation de ces conférences et merci pour tout le travail qui est réalisé. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Benoît. On t'entend maintenant à peu près dans l'amphi en ayant monté un potentiomètre dont on ne sait pas si c'est le bon, mais donc jusqu'ici, ça va. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Ce que je propose, c'est d'écouter maintenant, et merci pour tes compliments, et d'écouter maintenant Bertrand Godeau, le président du CNU Santé, et après, nos deux présidents pourront répondre aux questions si vous le souhaitez. Bertrand, merci d'être avec nous et tu as la parole. Bon, merci Luc. Moi, je vais m'associer à Benoît Weber pour vous remercier parce que la mise en place de toutes ces réformes a nécessité un investissement considérable des hôpitaux universitaires. Et si vous n'étiez pas là pour mettre en place ces réformes, je pense que les choses se seraient beaucoup moins bien passées, même s'il faut souligner les difficultés. Alors, comme l'a dit Benoît, c'est complexe de mettre en place ces réformes. Elles interviennent dans un contexte hospitalier extrêmement tendu pour les raisons que vous connaissez. C'est sûr que mettre en place des réformes entre le Covid et les contraintes économiques qu'on vit au quotidien, c'est extrêmement difficile. Et comme l'a dit Benoît, il y a une forte inquiétude de notre communauté sur la perte d'attractivité des carrières hospitalo-universitaires qui ne touche pas forcément toutes les disciplines, dont les raisons sont complexes, mais il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le CNU Santé avec une dizaine de jeunes hospitalo-universitaires dont les conclusions seront bien prochainement diffusées. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, le temps n'est pas extensible à l'infini et qu'aujourd'hui, être hospitalo-universitaire, c'est être confronté à une activité clinique, chirurgicale, biologique, enfin une activité de soins qui est considérable, plus une activité d'enseignement, plus une activité de recherche, et avec une course d'obstacles qui devient de plus en plus difficile à atteindre. Donc, il y a vraiment une réflexion qu'on doit avoir collectivement pour maintenir une attractivité dans les carrières hospitalo-universitaires et faire en sorte que des jeunes aient encore envie de s'investir dans un métier qui nous réunit tous et que je pense qu'on est tous à trouver comme fantastique. Mais c'est clair qu'on ne peut pas se contenter maintenant de bonnes paroles et qu'il va falloir des actes pour que les jeunes hospitalo-universitaires aient encore envie de s'investir. Alors, je pense que la reconnaissance de l'investissement pédagogique est capitale, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour passer au CNU pendant longtemps, on a compté des points SIGAPS et l'investissement pédagogique était souvent le parent pauvre, alors que maintenant, l'investissement pédagogique, il est majeur, parce que pour mettre en place la REC, la R2C, la R3C, il faut des hôpitaux universitaires qui s'impliquent et qui s'impliquent non pas par défaut, mais par goût. Donc, je pense qu'effectivement, la reconnaissance de l'investissement hospitalo-universitaire des fonctions d'enseignement va être un élément fondamental. Mais là, j'ai une requête et une prière. La prière, c'est que ne fabriquons pas pour la reconnaissance de l'investissement pédagogique ce qu'on a fait avec l'investissement scientifique, où on compte des points SIGAPS et vous êtes tous sans savoir, non pas sans savoir qu'on peut avoir un score SIGAPS élevé et avoir une recherche finalement de qualité moyenne, alors qu'on peut avoir une recherche extrêmement novatrice en ayant des points SIGAPS qui sont finalement nettement inférieurs à un autre candidat. Donc en tout cas, la position de la plupart des CNU, c'est de vouloir garder une certaine autonomie et de ne pas être enfermé dans un carcan de critères trop rigides. Donc, je pense que vous n'êtes pas directement responsable ou impliqué dans la fabrication de ces indices, mais vous serez bien évidemment consulté. Et je crois qu'il faut qu'on ait tous collectivement la connaissance du risque de critères trop rigides, parce que
quels que soient les critères qu'on utilise, il y aura toujours des candidats qui rempliront les critères et qui s'arrangeront pour remplir les critères, même s'ils n'ont pas forcément un investissement pédagogique ou un investissement scientifique de haut niveau. Donc, c'est ma supplique d'aujourd'hui. Attention, sinon, voilà, moi je tiens à nouveau à vous remercier parce que être hospitalo-universitaire, ça n'est pas seulement faire de la recherche, ça n'est pas seulement faire du soin, même si on voit bien qu'aujourd'hui, la fonction universitaire devient souvent une variable d'ajustement aux contingences hospitalières et ça, on doit absolument lutter contre et donc mettre en avant l'investissement pédagogique parce que enseigner, c'est une de nos 3 et 4 missions puisqu'il faut rajouter maintenant la mission managériale. Donc encore merci et bon courage pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Bertrand. Je pense que voilà, les points qui ont été soulevés par Benoît Weber et Bertrand Goudot sont des points très importants. Je pense qu'il y a un contexte dans lequel s'inscrit cette réunion d'aujourd'hui. Peut-être que certains collègues ont déjà à ce stade des questions à poser à Benoît Weber et à Bertrand Goudot. Donc je regarde dans le chat s'il y a déjà une question. Pour l'instant, je n'en vois pas. Si je peux, attendant qu'éventuellement il y ait une question, intervenir pour dire qu'il y a les états généraux de la formation et de la recherche qui se tiennent à la fin du mois de septembre à Paris, que la proposition du GRI SIAPS y sera présentée, qu'il y a des ateliers nombreux qui touchent tous les champs de notre activité d'enseignants et de chercheurs, et que n'hésitez pas à y participer. Il y aura notamment, bien sûr, un point qui sera fait sur l'attractivité des carrières. Oui, si je peux poser une question, Jacques Delarue, Collège des enseignants de nutrition. J'ai une question pour Benoît Weber et une pour Bertrand Goudot. Pour Benoît Weber, vous avez à très juste titre évoqué l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires. Alors, si on parle d'attractivité, une fois qu'on est hospitalo-universitaire, ça passe par quoi? Est-ce que c'est une augmentation de la rémunération? Est-ce qu'on arrêtera de cotiser uniquement sur notre salaire universitaire? Est-ce qu'un HU nommé sera déchargé d'une part d'activité clinique ou de tâches administratives? Donc, j'aimerais des éléments un peu concrets sur l'attractivité. Et puis, pour Bertrand Goudot, OK, bien sûr, pour qu'on prenne en charge plus l'enseignement, mais au dépend de quoi? De la recherche, j'espère que non. De ce qu'aura été l'activité clinique de préparation du futur HU, OK, mais alors ça veut dire qu'on imposerait, et il faut l'imposer, qu'un CCA, un PHU ou un MCU donc, soit au moins à 50% obligatoire de son temps hospitalo-universitaire, ce qui veut dire que en aucun cas, l'hôpital ne peut lui imposer plus, ni son chef de service. Donc, comment vous voyez ça sur le plan pragmatique? Merci, messieurs. Merci de poser les bonnes questions. Je pense que la revalorisation de la carrière HU, elle doit se faire sur l'ensemble de la carrière. Faciliter l'entrée dans la carrière, c'est un point sur lequel un certain nombre de propositions sont en cours de discussion. Comme par exemple simplifier la mobilité. La mobilité est quelque chose de très, très intéressant, mais il ne faut pas que ça complexifie le parcours du combattant à l'extrême. Et donc là, il y a sûrement des points d'amélioration. La prise en compte des parcours scientifiques antérieurs aussi, ce n'est pas encore le cas suffisamment. Les échelons de début de carrière, donc tout ça doit être pris en compte. L'ensemble des HU sur l'enquête API-HU ont souligné dans l'immense majorité que ce qui leur posait le plus, c'était le problème de la retraite. Et donc oui, il faut qu'on arrive à régler le problème de la retraite. À chaque fois qu'on a essayé de l'aborder, on nous a dit que ça serait traité dans le cadre de la réforme générale des retraites. On voit bien que là, on botte en touche. Il va falloir un jour ou l'autre, et si possible prochain, que ça soit tranché et qu'on puisse cotiser sur l'ensemble de nos émoluments pour ne pas avoir une retraite qui est ridiculement bas par rapport à nos revenus pendant la carrière.
Il faut aussi revaloriser les salaires, parce que quand on voit ce qui s'est passé dans le cadre de la revalorisation des salaires hospitaliers, des praticiens hospitaliers lors du Ségur, la revalorisation des gardes tout récemment, etc., aboutit au fait que le gradient de salaire, il devient inverse. C'est-à-dire qu'il devient plus intéressant d'être hospitalier que hospitalo-universitaire. En tout cas, sur l'ensemble de la carrière avec la retraite, c'est une évidence. Et donc, ça devient un problème. Il faut bien sûr travailler là-dessus. Voilà. Après, je crois qu'on est hospitalo-universitaire. Ça veut dire qu'il doit y avoir un temps universitaire qui est sanctuarisé dans nos emplois du temps. Si on n'obtient pas ça, eh ben, on se fait toujours manger par le H, ce qui est peut-être assez normal, puisqu'on est quand même des médecins au départ. Mais il faut arriver à ce que les équipes hospitalières soient suffisamment solides, suffisamment étoffées pour que les HU puissent avoir un temps universitaire sanctuarisé. En tout cas, c'est l'avis qui est défendu par la conférence des doyens et sa présidence. Mais Bertrand, je te laisse bien sûr compléter mon propos. Bon, concernant les propos de Benoît, je suis en plein accord. Après, pour répondre à Jacques Delarue, je pense que si on veut obtenir des choses, il faut, je dirais, être, excusez-moi le terme, c'est un peu syndical, mais je pense qu'il faut être en mode combat. C'est-à-dire que si on veut obtenir des choses, il faut arriver unis. Il faut que le CNU Santé, la conférence des doyens, la conférence des présidents de CHU, de CME de CHU et probablement nos organisations syndicales puissions être force de proposition vis-à-vis du ministère. Ça, c'est le premier point, parce qu'on peut toujours, ça fait 15 ans qu'on dit la même chose, il ne se passe rien. Si effectivement on arrive et l'enquête à PHU ou la lettre au président de la République que nous avions pilotée avec Pierre Wolkenstein et qui, je vous le rappelle, a recueilli quand même 3500 signatures, montre bien qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des hôpitaux universitaires sont extrêmement concernés et inquiets par la situation. Concernant votre deuxième question sur les critères de jugement du CNU, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que nous ne devons pas nous enfermer dans des critères rigides. C'est-à-dire que quand un CNU nomme un hospitalo-universitaire, il va nommer un hospitalo-universitaire en fonction d'un parcours, en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Et en tout cas, pour le CNU que je préside, la gériatrie médecine interne, biologie du vieillissement, c'est clair que nous avons des critères qui vont être variables selon le candidat que nous avons en face de nous. Si nous avons un candidat qui a la chance d'évoluer dans une équipe extrêmement riche, là, effectivement, s'il a un profil de chercheur, on va être extrêmement exigeant en termes de niveau scientifique. Si on est face à un candidat qui est beaucoup plus impliqué dans des fonctions d'enseignement, on ne va pas regarder son dossier de la même manière et là, on va être extrêmement rigoureux et on est toujours rigoureux, mais on va être extrêmement attentif à la qualité du dossier pédagogique. Donc, je pense que ça doit vraiment être ce qui doit guider les CNU. Les CNU doivent rester souverains dans l'évaluation de la qualité de leurs candidats, non pas pour être dévalorisation du titre, mais pour adapter nos critères en fonction de l'environnement et des candidats que nous avons en face de nous, car il ne faut pas des critères rigides et uniques qui ne sont pas forcément adaptables à toutes les situations. Merci de vos réponses. Pardon, je vous laisse vous présenter. J'ai la parole? Oui, allez-y. Oui, d'accord. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Nélia Schneves et je suis responsable, je suis là au titre de la présidence du Collège de médecine et biologie de la reproduction du CNU 5405. Ma question, en fait, c'est, d'abord, je souscris complètement à tout ce qui a été dit. Et sur l'envahissement de l'activité hospitalière, c'est, je pense, un constat que personne ne peut nier. Dernièrement, je voulais juste partager ça. Dernièrement, notre direction médicale hospitalière nous a envoyé un mail à tous les HU en nous disant qu'il fallait qu'on soit présent 11 demi-journées par semaine.
et donc y compris le samedi matin. Donc moi, j'ai pas tout compris, j'étais assez surprise. Et donc, j'ai repris ce fameux décret. Je ne sais pas si tout le monde a lu le décret de décembre 2021 où notre statut, effectivement, est a priori de faire 11 demi-journées, mais qui ne doivent pas excéder 48 heures de travail par semaine. Et j'aimerais beaucoup que si, en tout cas, on lance quelque chose, et moi, je suis vraiment partante parce que je trouve que le comportement des directions hospitalières sont insupportables avec nous, qui ne travaillent pas plus de 48 heures par semaine. Et d'autre part, nous avons droit normalement, d'après ce texte, à 6 semaines de congé formation, dont 2 pour préparer nos enseignements. Et dans ce texte, pour nos vacances, on se réfère à un décret qui est celui des praticiens hospitaliers. Et effectivement, on annonce qu'on n'a que 20 jours de vacances. Donc, si on compte les samedis matins, vous voyez qu'on a même plus 5 semaines de vacances. Donc, j'ai fait un mail assez bien détaillé à la directrice du bureau du personnel médical. J'ai la chance d'avoir eu le soutien de Didier Samuel, qui est intervenu immédiatement pour calmer l'affaire. Mais je pense vraiment que pour manager, je ne suis pas une grosse équipe, mais pour avoir des H et des HU, je pense que ça devient intenable d'avoir des H qui ont autant de jours, autant de RT, des temps additionnels qui s'ajoutent pour le samedi matin, etc., etc., et de pouvoir motiver des personnes à s'engager dans la fonction HU quand on voit la différence de statut qu'il y a entre les deux au sein même d'une même équipe. Voilà, par ailleurs, le statut des femmes, je suis désolée, pour une fois, alors je sais pas, j'ai essayé de regarder, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes, mais en tout cas, beaucoup de femmes de ma génération, moi y compris d'ailleurs, aimerions pouvoir avoir un droit à du travail en temps partiel, comme ça pourrait l'être dans enfin voilà, tout le droit du travail, et cette possibilité-là n'existe pas. Donc, moi, je suis prête à me battre, je suis prête à m'investir, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et il y a beaucoup de femmes un peu plus de 50 ans, je dirais, moi j'ai 56 ans, qui ressentent vraiment une fatigue, probablement physiologique, avec les problèmes physiologiques qu'on sait très bien qu'ont les femmes vers cet âge-là. Et je trouve qu'on a, enfin voilà, il n'y a pas de droit, il n'y a aucun droit. Et en tout cas, j'aimerais qu'on travaille sur des plages horaires et pas, parce que moi, si on me laissait 48 heures de travail, j'aurais du temps pour faire mes enseignements, en fait. C'est tout. J'aurais au moins une journée libre dans la semaine, parce que moi, en 4 jours, voire parfois même 3 jours, les 48 heures, elles seraient faites. Enfin, allez, on va dire en 4 jours. Non, mais merci beaucoup pour votre intervention. En fait, on partage bien hein, le souci. Il faut qu'on fasse évoluer le statut. Pour ce qui est du temps partiel, les choses devraient évoluer. Ça nous a été annoncé. Alors évidemment, il y a le temps de la République hein, pour que les arrêtés paraissent, etc. Mais enfin, les HU devraient avoir la possibilité d'avoir du temps partiel dans l'avenir. Donc ça, c'est sûrement un point positif. C'était une vraie inégalité, vous l'avez bien souligné. Hein. Il n'y a aucune raison qu'une femme qui a fait un investissement important, ou un homme aussi d'ailleurs, hein, ne puisse pas discuter ou en fonction des périodes de sa vie personnelle d'un temps partiel, alors que les hospitaliers purs peuvent le faire. Donc ça, c'est une évidence. Et ça, je pense qu'il faut être assez optimiste sur ce point-là. Après, je me permets de vous rappeler que votre patron, en quelque sorte, c'est l'université et c'est pas l'hôpital. Hein. Vous avez un salaire universitaire et une indemnité hospitalière. Autrement dit, je ne suis pas sûr qu'il faille répondre aux injonctions de la direction hospitalière. Enfin, moi, personnellement, je ne remplis pas de tableau de service, par exemple. Je considère que je n'ai pas de tableau de service à leur rendre, que je dépends du président de l'université. Et donc, attention, votre doyen est sûrement là pour vous protéger aussi. Hein, et n'hésitez pas à le faire intervenir quand il le peut. Il l'a fait. Hein. Il a répondu immédiatement, Didier Samuel. Je voulais juste compléter ce qu'a dit Benoît. Il y a dans le Ségur de la santé HU qui est notoirement insuffisant, mais il y a quand même des avancées.
dans ce Ségur de la santé HU. Donc, il ne faut pas non plus systématiquement dénigrer tout ce qui a été fait. Le temps partiel va être effectivement quelque chose qui va être mis en place et qui sera une possibilité. Concernant la spécificité et les difficultés que peuvent rencontrer les femmes, c'est intéressant parce que dans le groupe de travail qu'on a mis en place du CNU Santé, où il y a des jeunes hospitaux universitaires, où il y a pratiquement la parité, eh bien, ils ont insisté sur le fait que cette parité, en fait, les difficultés sont ressenties au même niveau par les jeunes HU de sexe masculin. C'est-à-dire que moi, ma génération, on considère qu'effectivement, il y a une difficulté pour les femmes, mais finalement, quand on interroge un jeune HU qui a 35 ans aujourd'hui ou 40 ans, il va vous expliquer que finalement, non, c'est un phénomène qui est un phénomène sociétal et finalement, un homme peut demander à prendre 3 semaines après l'accouchement de son épouse pour l'aider et qui donc, il faut faire attention. Quant au temps de travail, là, je crois qu'il faut faire très attention parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour, on pointe. Parce que, à la limite, je pense que nos dirigeants n'attendent que ça. Donc aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est énorme dans notre statut, c'est qu'on a la liberté. On la paye cher, mais on l'a. Et là, comme l'a dit Benoît, vous avez un doyen, et quand vous êtes face à un directeur d'hôpital, aujourd'hui, nous sommes protégés par notre statut. Et que le fait que nous soyons hospitalo-universitaires et dépendants de l'université est quelque chose de fondamental et que doivent vraiment prendre en compte les plus jeunes HU qui ne se rendent pas compte. Parce que dans nos relations avec l'hôpital, nous sommes dépendants du doyen, nous sommes dépendants du président d'université, nous ne sommes pas dépendants du directeur de l'hôpital. Alors évidemment, le directeur de l'hôpital, il a un pouvoir de nuisance, mais globalement, notre employeur, c'est l'université. Donc, vous pouvez très bien ne pas remplir vos tableaux de service. Voilà. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Merci Benoît. On va avoir un réglage à faire parce qu'on a du Larsen chez nous du coup. Et on va passer à la R3C. Merci beaucoup. Donc, Luc, je vous quitte et je vous remercie à nouveau et bon courage. À bientôt, Bertrand. Est-ce que vous m'entendez? Donc, j'ai baissé. Il faudra qu'on remonte à chaque fois qu'on intervient. J'ai rebaissé au milieu. Ouais. Le gars qui est venu m'a dit que c'était bon, ce que tu avais fait tout à l'heure, mais il faudra le refaire à chaque fois qu'on… En fait, il faut monter, mais pas trop. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de R3C. Et vous allez donc pouvoir… alors je ne sais pas si vous voyez mes diapositives. Voilà, normalement, vous partagez mon écran. Oui, l'exposé que je vous fais est au titre de la mission de suivi de la réforme du 3e cycle des études médicales, mission que nous partageons Benoît Weber et moi-même. Comme vous l'a dit Benoît Weber, on est dans un enchaînement de réformes des premiers, deuxième et troisième cycles qui a été initié par la réforme du 3e cycle des études médicales, mise en place en 2017. Et vous voyez là, en fait, que ces réformes sont basées sur des décrets, mais mises en application par des arrêtés. Et au début, on m'a expliqué, comme à vous, que les arrêtés, c'était beaucoup plus souple et qu'un arrêté permet de modifier l'arrêté précédent. Et là, vous en avez la démonstration, puisque je vous ai mis les arrêtés qui concernent la réforme du 3e cycle des études médicales. Je ne vais rentrer dans aucun détail, mais vous avez compris qu'il y en a une petite quinzaine, et je pense que ce n'est pas fini. Et donc, pour exemple, les arrêtés du 12 et 21 avril 2017 ont déjà fait l'objet d'au moins 5 arrêtés modificatifs. Et donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est un défaut de lisibilité, puisque quelqu'un qui viendrait de l'extérieur s'intéresser à cette réforme ne va pas avoir le courage de tout lire. Et donc, il y a clairement une volonté de la CNCEM pour essayer de clarifier cela, et on le verra au moment du site Internet, puisque les maquettes aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas mises à jour par la DGOS. Vous connaissez les 3 phases du DES dans le contexte de la réforme du 3e cycle. Je ne vais pas reprendre, seulement pour ajouter qu'on est actuellement dans le développement de la phase de consolidation et que les spécialités qui sont en 6 ans
que ce soit les spécialités chirurgicales ou les options médico-techniques des DES en 5 ans, vont rentrer au 1er novembre dans la 2e année de phase de consolidation, et ça posera un certain nombre de problèmes dont on va débattre. Et puis, il va y avoir la mise en place au 1er novembre 2023 de la réforme du 2e DES qui va permettre de faire un 2e DES ou une 2e option ou FSP. Très clairement, on le verra, la seule spécialité qui n'a pas aujourd'hui de phase de consolidation, c'est la médecine générale. Et il y a actuellement une réflexion forte pour une mise en place assez rapide de cette 4e année du DES de médecine générale. Alors, nous avions reçu une lettre de mission avec Benoît Weber en date du 10 décembre 2020. Je vais passer sur les détails parce qu'on vous l'a déjà présenté. Et nous avons été chargés de mettre en place des comités de suivi. Ces comités de suivi ont la composition que vous voyez ici, à parité d'enseignants et d'étudiants, avec une participation de toutes les structures finalement qui sont impliquées dans cette réforme du 3e cycle, à commencer par les 3 conférences des doyens, mais aussi toutes les associations d'étudiants, que ce soit de 2e ou de 3e cycle, les CNU bien entendu, et puis les directions hospitalières, les ARS et le service de santé des armées. Ce qui est important, c'est qu'on avait organisé avec Benoît Weber des 12 réunions de comité de suivi. Ça a été très intense entre janvier et juin 2021, 8 pour les DES et 4 pour les FST, qui nous avaient permis de faire un point important sur l'état d'avancée de la réforme, et ce point était finalement antérieur à la mise en place de la phase de consolidation. Alors, pour cette phase de consolidation, il y avait donc eu en 2021, en juillet 2021, un arrêté qui définissait finalement l'organisation globale de la phase de consolidation pour ce qui concerne ce qu'on appelle le matching, c'est-à-dire les choix finalement des internes et puis des chefs de service. Les internes choisissent des services, les chefs de service choisissent classent les étudiants et le matching attribue un docteur junior à un chef de service. En pratique, dans l'année précédente, c'est-à-dire l'année actuellement en cours, 28 DES étaient concernés par 2 big matching par an, donc des stages finalement de 6 mois. Et c'était 26 spécialités médicales, plus la biologie médicale et la chirurgie orale. Et puis 15 étaient concernés par des stages d'1 an. C'était les 12 spécialités chirurgicales en 6 ans, plus la médecine légale et l'expertise médicale, la médecine d'urgence et la pneumologie. Et dans l'arrêté du 27 juillet 2022, après travail du groupe de travail ad hoc sur la révision du texte de 2021, la seule modification qui a été apportée, c'est que eh bien, ce sont 27 DES et plus 28 qui sont concernés par 2 fois 6 mois. Pourquoi? Parce que le DES d'oncologie, à sa demande, a basculé dans le groupe à un stage d'1 an de phase de consolidation. Alors, par ailleurs, donc, c'est cette répartition avec l'oncologie qui est passée dans un groupe à 1 an, donc ça fait 27 versus 16 spécialités. Alors nous, en tant que commission de suivi de la R3C, on s'en réjouit avec Benoît Weber, parce que je vous rappelle que l'état d'esprit de la R3C, c'était vraiment des stages plus longs qui permettent une acquisition plus importante de l'autonomie. Je crois que c'est vraiment très, très important de se rappeler que c'est l'acquisition de compétences et que ce n'est pas devenir expert dans telle ou telle approche neurochirurgicale ou dans telle ou telle approche de chirurgie thoracique ou cardiovasculaire. On peut envisager une mobilité au cours de la phase de consolidation, mais cette mobilité sous forme d'un interchu, elle doit être faite dans le contexte de l'acquisition de compétences. Donc, dans une spécialité comme la mienne, la médecine interne, qui est l'approche globale du malade, la vie sur dossier, la démarche diagnostique, elle n'a pas de justification. Donc, bien sûr, il y a d'assez nombreuses demandes. Dans des spécialités à flux important, je ne sais pas, par exemple la radiologie, je ne vois pas de justification, à part dans le contexte d'une option particulière, à aller faire un interchu en phase de consolidation.
Par contre, bien entendu, dans des spécialités à petit flux, où il y a des sous-spécialisations, je ne sais pas, neurochirurgie pédiatrique, chirurgie cardiaque pédiatrique ou des choses comme ça, bien sûr, c'est tout à fait envisageable et ça doit être organisé. Donc, j'insiste sur le fait qu'en phase de consolidation, les interchutes sont d'1 an. Donc, il faut arrêter d'accepter un étudiant pour une durée de 6 mois en phase de consolidation dans un DES où les stages sont d'1 an, parce que vous décalez tout, et je vous rappelle que l'interchute se fait à discrétion du coordonnateur, c'est-à-dire avec l'accord du coordonnateur, mais en dehors de la plateforme de matching. Et en principe, dans une spécialité à 1 an, il n'y a pas de matching, de choix, de répartition à 6 mois. Et si vous acceptez un interchute de 6 mois, vous allez mettre le candidat dans une situation difficile pour la suite de sa phase docteur junior. De façon importante, il y a un arrêté qui est paru le 3 mars 2022 qui a mis en place les modifications suite à toutes les sollicitations que nous avions eues avec Benoît Weber pour modifier un certain nombre de maquettes. Pour rappel, la maquette qui a été modifiée le plus dans sa structure, c'est celle du DES de psychiatrie avec 2 options précoces et 3 options tardives. Et là, vous voyez la liste de tous les DES qui ont été fait l'objet de modifications plus ou moins importantes. Et puis, vous avez aussi également des FST qui ont été ajustés et qui sont listés ici. Je ne rentre pas dans le détail de chaque FST. Très clairement, ça c'était un arrêté du 3 mars. Il se trouve qu'il y a eu ensuite, dans cet arrêté du 3 mars, comme je vous l'ai dit, une refonte complète du DES de psychiatrie et l'addition en fait de 2 FST, médecine hospitalière polyvalente et médecine en situation de guerre et en situation sanitaire exceptionnelle, le pendant de la FST chirurgie de guerre et de catastrophe, surtout destiné aux médecins militaires, aux médecins généralistes de santé des armées, et une option à flux très réduit pour le traitement interventionnel de l'ischémie cérébrale aiguë, option du DES de neurologie, qui est un DES à 4 ans, mais option qui rajoute 2 ans, et donc, comme toutes ces options médico-techniques, la durée totale de 6 ans. Et de façon importante, et ça, nous n'avions pas pu vous informer de cela avec Benoît Weber lors de la dernière Assemblée générale, l'arrêté du 17 avril 2022 a rajouté 3 options. Une option soins intensifs respiratoires au DES de pneumologie, une option soins intensifs néphrologiques au DES de néphrologie et une option orthodontie des dysmorphies faciales au DES de chirurgie maxillofaciale. Alors, nous avons, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, une prospective importante avec Benoît Weber. D'abord parce que nous sommes à la veille de programmation d'une série de réunions qui vont avoir lieu entre 2022 et 2023 sur cette année universitaire, où nous allons revoir l'ensemble des collèges et des parties prenantes et des associations étudiantes pour aborder de nouveau finalement l'évolution des maquettes, des DES et des FST. Ce qui est important, et on en avait saisi toute la dimension, c'est qu'on va s'intéresser encore au droit au remords, puisque certaines spécialités, soit nouvelles, soit éventuellement modifiées dans leur structure par le départ de fragments de spécialités qui étaient autrefois des desks, avaient été modifiées et notamment avaient vécu un nombre important de droits au remords sortants. Donc, il y a un point de vigilance très important des cabinets là-dessus. Un point de vigilance extrêmement important sur la mise en place de la phase de consolidation. Et puis, un point de vigilance majeur sur ce qu'on appelle les DU obligatoires. Vous savez que dans l'ADN de cette réforme du 3e cycle, il est dit qu'un étudiant ne doit pas avoir à s'inscrire à quoi que ce soit d'autre que son DES pour obtenir finalement les compétences qu'il doit acquérir dans le cadre de ce diplôme d'études spécialisées. Et en pratique, on a bien vu avec le premier tour de comité de suivi, mais aussi par la rencontre d'un certain nombre de présidents de structures étudiantes en particulier, que dans certaines spécialités, il y a un nombre non négligeable de DU auxquels les étudiants sont contraints de s'inscrire,
Alors, dans les contraintes, ça va de s'inscrire à la société savante pour 150 € par an, ce qui est déjà pas normal, mais ça peut aller jusqu'à des DU qui, cumulés, peuvent représenter des sommes qui vont à plus de 5 000 € sur l'ensemble de la scolarité. Donc ça va être un point extrêmement important qui va être regardé. Et puis, il y a 3 autres points que je souligne comme ça, mais qui ne sont pas les seuls. La modification à venir du droit au remords, sur laquelle on commence à réfléchir. Benoît Weber va vous exposer, et vous le connaissez déjà probablement, mais le matching de la R2C avec les groupes de spécialité. Il y a une possibilité à travers ce matching de garder des classements qui peuvent être utilisés 2 ans après pour voir si l'étudiant peut prétendre à telle autre spécialité qu'il convoite dans telle subdivision. Il y aura nécessairement un travail important à faire avec les syndicats étudiants sur la licence de remplacement, qui aujourd'hui n'est pas satisfaisante du tout. Et puis, une des modifications structurelles de maquette à venir pressenties, c'est celle du DES de médecine générale en 4 ans. Là, il y a encore un peu de travail pédagogique avec nos collègues du CNGE et les étudiants, le CNU de médecine générale, mais surtout un gros travail qui est plutôt du domaine des cabinets, des conseillers et des ministres pour la mise en place effective de cette 4e année, en particulier pour son financement. Alors, il serait, à mon avis, non adapté de ne pas vous faire part des difficultés rencontrées. Il se trouve que j'ai été invité par la conférence des présidents de CME, de CHU à la fin de l'année universitaire précédente, en juin. Et Rémi Salomon m'a demandé de parler de la mise en place pratique de cette réforme du 3e cycle. Et j'ai partagé avec eux à ce moment-là des difficultés que vous connaissez probablement. Le premier, c'est un défaut d'appropriation ou d'assimilation de la R3C. Un certain nombre de collègues soit n'ont pas apprécié ou n'ont pas souhaité mettre en place ou mal intégré finalement les différentes phases. Et on voit que ce sont les étudiants qui en pâtissent, et ça, il faut qu'on continue à bien transmettre les éléments autour de nous. Un autre point, c'est que le contrat de formation n'est souvent pas rempli. Et donc ça, c'est vraiment un point qui achoppe, parce que ce contrat de formation, il est utilisé pour le matching. Et le 3e point, c'est qu'aujourd'hui encore, et on rentre dans cette phase, donc je remercie tous les présidents de collège de bien vouloir relancer tous leurs coordonnateurs, mais surtout chaque coordonnateur, tous ses maîtres de stage, tous les personnes ayant l'agrément. Il est très important que les responsables de terrain de stage classent les étudiants. Aujourd'hui, 1/4 à 1/3 des responsables de terrain de stage ne classent pas leurs étudiants. Le 2e point, c'est qu'il y a une diminution ressentie du nombre des internes dans le service. Je dis ressentie parce qu'en fait, pour finalement la vision globale que peut avoir une agence régionale de santé ou une direction hospitalière, un directeur du junior, c'est un DES, et le fait d'avoir une bascule de phase d'approfondissement en docteur junior dans des spécialités qui n'ont pas eu d'allongement, eh bien, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Et ça en pose parce que le rôle dans le service n'est pas tout à fait le même. Et puis, la diminution du nombre de DES de médecine générale à l'hôpital, finalement, a modifié beaucoup le fonctionnement d'un certain nombre de services de médecine. Et le fait que certains stages soient ambulatoires a modifié, là encore, le nombre d'internes de spécialités dans certaines spécialités. Et puis, avec la bascule de docteur junior dans des gardes de seniors, eh bien, certaines lignes de garde d'internes sont problématiques. Il n'y a plus assez d'effectifs. Et tout ça se télescope avec le temps de travail des internes, avec les difficultés de fonctionnement des services hospitaliers. Donc, on est dans une période de refonte, de repensée, de révision finalement de notre fonctionnement, et on essaye d'adapter au mieux. Mais je dois dire que moi, je n'ai jamais connu un tel chantier hospitalier pour réfléchir finalement au meilleur fonctionnement possible des services prenant en compte ces réformes. Je rajouterai à ça un effet pervers qui n'a pas été souhaité, puisqu'il y avait une dimension transversale qui était souhaitée à cette réforme et qu'il a été mis beaucoup d'attention à ce qu'il y ait 2 stages libres dans chaque maquette.
Mais en fait, un certain nombre de DES effectuent un stage libre dans leur spécialité et beaucoup d'autres utilisent ces 2 stages libres pour faire une option ou une FST. Donc, on voit aujourd'hui quelquefois des DES qui n'ont pas été dans d'autres spécialités du tout et qui ont juste acquis une surspécialité sous forme d'une option ou d'une FST. On est confronté à un nombre croissant de demandes d'augmentation de durée de maquette et de FST. On arrive aujourd'hui à 26 FST, on a déjà 44 DES, et clairement, les cabinets voient ces demandes importantes, nombreuses, d'augmentation de durée et d'augmentation du nombre d'options ou FST comme un risque de fragmentation de la formation. Et ce n'est clairement pas la pensée actuelle que d'aller vers une telle fragmentation. Donc, je me permets de mettre en garde mes collègues, de vous mettre en garde à ce propos. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, ce sont de plus en plus les DES, les étudiants qui prennent en charge les patients hors spécialité dans les services. Et c'est à un tel point que certains présidents de CME m'ont alerté sur le fait que des chefs de service de chirurgie leur demandaient de mettre un médecin de médecine polyvalente dans leur service parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper du réglage du diabète ou du traitement de la phlébite chez leurs patients. Alors, les conséquences structurelles, en dehors de celles-là, c'est aussi des difficultés à recruter certains chefs de clinique dans certaines spécialités, puisque la première année d'accès au secteur 2 est donnée par finalement cette phase docteur junior et qu'il suffit d'un an supplémentaire pour acquérir cette habilité au secteur 2 et que du coup dans certaines spécialités il y a un peu un désintérêt pour des postes de chef de clinique assistant qui, je vous le rappelle, marchent sous forme d'un contrat de 2 ans. Voilà, j'en ai fini. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne pose pas de questions tout de suite, on va pouvoir discuter ensuite et immédiatement je vais accueillir le deuxième topo. C'est Eric sur la R3C, pardon, je dis une bêtise, c'est Olivier Palombi et Grégory Mathès qui vont présenter finalement la modification de la plateforme du 3e cycle qui est gérée par l'UNES et qui, je rappelle, était une belle avancée en 2017, un travail conjoint de la CNCEM et de l'UNES. Donc, je coupe le partage. Je vais donner la main à Olivier Palombi. Je crois qu'Olivier était connecté, je l'ai vu tout à l'heure. Bonjour. En fait, je suis Ayette, moi ici, je suis ingénieure pédagogique à l'UNES. Normalement, je vais vous présenter la plateforme 3e cycle en attendant que Olivier nous rejoigne. Je lui ai envoyé un message. Eh bien, je vous en prie, nous vous écoutons et merci d'être là. Je vous en prie. Donc, je commence. Je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît? Oui, il me faut la main. Non, pas encore. Peut-être vous avez donné uniquement à Olivier. C'est Ayette. Oui, c'est ce que j'ai fait. En fait, l'autre a directement. Pas encore. Je n'ai pas encore la main. Pas encore. J'avais l'impression de l'avoir fait, mais là, je suis sûr que c'est fait. Oui, là, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, peut-être je partage aussi en même temps avec vous le lien pour accéder à la plateforme 3e cycle. Comme ça, vous pouvez y accéder. Le lien, c'est le suivant. Voilà. Donc,
Donc, pour accéder à la plateforme UNES Formation 3e cycle, c'est à partir du portail UNES. Donc, c'est portail.unes.fr. Et en choisissant aussi l'établissement. Et en se connectant en utilisant nos identifiants universitaires. Et pour se connecter, bien sûr, vous pouvez aussi se connecter à la plateforme en utilisant directement le lien que je vous ai mis sur le chat. Sur le portail UNES, c'est en bas de la liste, c'est UNES Formation 3e cycle, en cliquant sur la tuile et en se connectant. UNES Formation 3e cycle, c'est un modèle 3.9. Ici, Desslinger, c'était un modèle 3.5, donc on a pris la version plus récente et on a aussi changé le thème. Aujourd'hui, on a le thème Boost. Donc, en se connectant, on arrive sur notre tableau de bord, sachant que le tableau de bord, c'est spécial, c'est unique à chaque utilisateur. Pour moi, c'est celui-là. Donc, j'ai trois parties, un bloc de navigation à gauche sur lequel il y a l'arborescence, l'ensemble des parcours dans lesquels je suis inscrite, mes pages favorites. Je vais vous montrer comment on peut cocher aussi, y mettre des pages favorites. On peut rechercher des cours. On a le bloc administration. Au milieu, on a un bloc sur lequel il sera affiché tous les cours, tous les parcours dans lesquels on est inscrit et aussi les pages favorites, après avoir, bien sûr, après les avoir cochées. On a aussi qui est en cours de développement et qui sera disponible prochainement, le bloc de suivi des étudiants qui sera sur le tableau de bord. Donc, pour les enseignants, pour les référents, il sera aussi ici. Donc, pour moi, je l'ai fait aussi juste pour la démonstration, mais il sera ici. Et pour accéder, et ce tableau et ce bloc de navigation aussi qui est totalement personnalisable aussi. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter, selon votre rôle aussi sur la plateforme, d'ajouter des blocs, d'ajouter un calendrier, d'ajouter aussi, remettre le bloc de navigation de gauche vers la droite. Et aussi la création, le bloc de création d'une session de formation pour ceux qui ont le rôle qui leur permettent de créer des sessions de formation. Voilà. Pour accéder aux cours ou bien au parcours de formation et à la bibliothèque, c'est en cliquant sur Arborescence. Nous avons toujours le même Arborescence qu'on avait et qu'on a toujours sur Desslinger. Donc, la bibliothèque, les parcours. On a ajouté sur une formation 3e cycle, la pédagogie numérique. Sur cet espace, il sera mis tous les tutoriels pour l'inscription des utilisateurs, comment ajouter des cours, comment, c'est vraiment aussi selon les besoins aussi des utilisateurs. Un bac à sable sur lequel c'est spécial équipe UNES, mais pour tous les utilisateurs qui demandent aussi un espace de test pour tester une activité, pour tester, et ils auront aussi un espace dans le bac à sable. Du coup, pour entrer dans les parcours, c'est tout à fait comme Desslinger. Donc, pour médecine, on est toujours dans les catégories. On va faire un test, du coup, pour toujours dans les catégories. Et dans les espaces courts, aussi, on a aussi trois blocs. Un bloc de navigation aussi tout à droite et rétractable. Donc, ce qui rend la plateforme encore plus épurée, plus propre, on va dire, entre guillemets. Et aussi normalement un bloc de navigation que j'ai enlevé pour le moment, aussi dans lequel c'est totalement, surtout pour les enseignants, totalement personnalisable. Donc, les enseignants ont la possibilité d'ajouter des blocs dans lesquels, par exemple, le calendrier, le bloc, je vais quand même revenir sur mon tableau de bord sur lequel j'ai affiché.
par exemple, le bloc progression des étudiants, le bloc commentaires et aussi prochainement le bloc feedback. Donc, le bloc feedback, c'est le bloc dans lequel les étudiants ils font un retour sur le cours, sur le contenu et tout ça. Nous avons aussi sur une formation 3e cycle les badges. Je ne sais pas si vous connaissez les badges. Je pense oui. Les badges, donc, c'est les certificats qui attestent la finalisation d'un parcours, d'une activité. Donc, ils seront adossés aux étudiants suite à l'achèvement d'une activité, ou bien un cours, ou bien un parcours. Et aussi, nous avons aussi le plugin TCS. TCS, donc c'est une nouveauté, et aussi l'activité H5P qui permet de créer des activités interactives et on note comment dire l'activité très très importante, en tout cas la vidéo interactive avec laquelle nous pouvons créer des vidéos, ajouter des interactivités sur une vidéo. Je vous montre une vidéo. Voilà, en fait, l'activité vidéo interactive, nous avons la vidéo sur laquelle on peut ajouter des remarques, des informations importantes à transmettre aux étudiants, par exemple des informations, des quiz aussi sur la vidéo. Donc, les étudiants, ils seront aussi, des quiz seront posés aux étudiants lors de la consultation de la vidéo. Voilà, par exemple, des informations de type, voilà, il faut visualiser la vidéo en entier, un quiz sera noté à la fin. On peut aussi ajouter des liens, on peut ajouter d'autres vidéos aussi. Avec la vidéo interactive, nous avons aussi les scénarios de branchement. Donc, le scénario de branchement, c'est du coup, c'est équivalent à l'activité leçon de Moodle. Donc, cette activité-là est très importante pour la création des parcours personnalisés. Donc, on peut commencer par exemple par une introduction et selon une introduction suivie d'un quiz, par exemple, et selon la réponse à ce quiz, on peut envoyer l'étudiant pour continuer la visualisation plutôt le parcours, continuer le parcours, ou bien, par exemple, le renvoyer au début de la vidéo pour pouvoir approfondir encore plus, revoir d'autres concepts et tout ça. Donc, c'est très utile aussi. Et peut-être je vous montre aussi qu'est-ce que c'est une activité de branchement. C'est surtout pour faire des serious games. Par exemple. Et là, on va, par exemple, je vais commencer. Je vais, par exemple, procéder à l'écoute de cette vidéo. Je vais répondre et selon ma réponse, si elle est correcte, donc je poursuis la visualisation de la vidéo. Si elle n'est pas correcte, je vais rescier pour revoir la vidéo pour aussi pouvoir répondre correct ou voilà. Voilà. Normalement, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Je vous en prie. Olivier voulait compléter votre propos pour expliquer les questions vont être à la fin de la session. Hein. Ah, d'accord. Et donc, Olivier, bien sûr, tu as la parole. Oui, alors merci Luc, je vais être très rapide. Merci à Ayette pour cette présentation. Voilà, juste un mot un peu général par rapport au lancement de CIDES-NG où on avait des PowerPoints sonorisés, etc. et des parcours qui étaient inscrits dans le marbre. Là, vous avez bien compris qu'on offre une solution qui donne de multiples possibilités, mais qui sous-entend aussi une appropriation.
Donc voilà, là l'UNES met à disposition la plateforme, met à disposition les bacs à sable, vous permet de faire les choses, mais elle peut aussi vous accompagner. Je pense que ça c'est très important, non pas sur la réalisation à votre place et une production complète, mais par contre vous former pour que vous soyez, pour ceux que ça intéresse, autonome sur ce type d'outils. Donc il faut un petit peu s'investir quand même. Mais voilà, on a des éléments là de construction de certains enseignants, des jeunes et des moins jeunes. Et vous voyez qu'on a quand même maintenant des outils qui permettent de faire des choses assez élaborées et peut-être plus attractives pour les étudiants. Enfin, je finis rapidement là-dessus. Il y a quand même un enjeu majeur qui est celui du suivi des étudiants. On vous a parlé des badges qui sont des étapes que doit franchir l'étudiant. Donc, on peut suivre l'acquisition des badges. Et après, on peut aller plus dans le détail. Mais là aussi, la plateforme qui est ouverte maintenant a pas mal de possibilités. Et ça, il faut en discuter avec les ingénieurs en fonction des parcours que vous proposez et la façon dont vous utilisez la plateforme dans votre DES. Voilà, donc pour conclure, on a quand même poussé les portes là d'une solution assez élaborée qui peut effrayer un petit peu, mais qui quand même ouvre des horizons en termes de pédagogie, d'accompagnement et de suivi qui sont vraiment passionnantes. Merci Olivier. Donc, je rappelle que les questions seront posées à la fin et je vais donner tout de suite la parole à Abderrahmine Oussala, qui est notre collègue membre du bureau de la CNCEM, qui va vous parler des enseignements transversaux universels, sujet qu'il a la gentillesse de bien vouloir reprendre et qui était une zone un peu en souffrance pour la CNCEM et également la conférence des doyens. Merci Abderrahim. Merci Luc. Juste partager. C'est bon, ça passe. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'essaie juste de régler un petit souci d'affichage. Voilà. Donc, je me présentais. Donc, je m'appelle Abderrahim Oussala. Je suis PPH de biochimie, biologie moléculaire. Également président du Collège national de médecine moléculaire. Je suis membre du bureau de la CNCEM et à ce titre, donc, j'ai le plaisir de vous présenter quelques éléments relatifs aux enseignements transversaux universitaires. Et j'ai travaillé sur ce dossier avec mon collègue Éric Le Chevalier, Luc Bouton, et puis aussi quelques informations nous ont été très gentiment partagées par les collègues de l'UNES. Donc, les enseignements transversaux universels font partie de la plateforme, sont intégrés dans la plateforme CIDES, PICIDES-NG, qui a été mise en place en 2017. Les premiers ETU ont démarré en 2018 et ces enseignements transversaux universels font partie de la réforme R3C et donc qui s'intègrent via la plateforme. Ces ETU sont mis à la disposition de tous les internes. Ils sont au nombre de 18 et portent essentiellement sur des aspects de base relatifs aux connaissances et aux compétences. Le but, c'est que ces connaissances et compétences doivent être suffisamment importantes pour être acquises sur des thématiques communes à toutes les spécialités. Et donc, de ce fait, il est demandé à tous les internes de les valider, donc de valider ces 18 ETU durant le cursus. Je vais essayer de passer la plaque suivante. Ça ne passe pas chez moi. Voilà. Alors, le contenu des ETU en termes d'objectifs doit répondre aux besoins de tout interne. Donc, c'est à partir de la phase socle que les objectifs peuvent être élaborés. Ils intègrent donc ces ETU un abord pratique, notamment axé sur les compétences. Et il y a deux éléments importants, c'est que l'ETU n'est pas un enseignement d'option DES et deuxièmement, l'ETU n'est pas une formation spécialisée transversale. Donc, en termes de dimensionnement, de volume horaire, c'est très important que l'ETU ne soit pas rédigé ou bien élaboré du point de vue du contenu docimologique et du contenu d'enseignement
selon des formats d'options ou de FST. La conférence des doyens et la CNCEM ont fait quelques propositions, formulations, avec notamment comment on parlait du volume horaire, pour dire que la durée de l'enseignement d'un ETU ne doit pas dépasser 6 heures par ETU. Au final, si on prend les 18 ETU, ça fait à peu près un peu plus d'une centaine d'heures. Élément très important sur l'implémentation de ces ETU, c'est l'auto-évaluation de l'étudiant, avec une obligation de validation des ETU pour tout étudiant de troisième cycle. Cette notion a été, disons, proposée, retenue, validée par la conférence des doyens. Et donc, il est demandé à tous les internes de valider les 18 ETU durant leur cursus. Alors, en pratique, comment ça se présente un ETU? En fait, chaque enseignement ETU se compose de plusieurs capsules. Une capsule, c'est 10 à 15 minutes environ, hein, c'est une durée idéale, hein, cible, c'est 10-15 minutes d'enseignement avec, chose importante, à la fin de chaque capsule, il faut 2 à 3 QCM qui permettent justement de valider la capsule et de passer à la capsule suivante. Et donc, cette notion de capsule courte associée à des QCM de validation, elle représente quelque part le noyau de structure de l'ETU et éléments d'orientation aussi, le nombre total de capsules par ETU et à 12 au maximum. Quel est le format? Eh bien, le format, c'est assez classique, hein. Le PowerPoint sonorisé, c'est un format qui est assez pratique. Il peut y avoir cette conversion en format MP4, mais les collègues ingénieurs pédagogiques de l'UNES arrivent à gérer le PowerPoint sonorisé. S'il est fourni ainsi, c'est très, très bien. Sinon, s'il est converti en MP4, ça c'est parfait aussi. Et encore une fois, le QCM de validation est obligatoire. Il peut être fourni sous forme Word. Évidemment, ces informations, nous allons les rappeler lorsqu'on va faire la nouvelle sollicitation pour les différents collèges qui participent à ces ETU. Alors, voici comment se présente la page. Hein. Ayet avait montré l'interface Moodle, mais en pratique, pour trouver le module d'enseignement transversal universel, il faut aller via CIDES-NG et suivre l'arborescence UNES, médecine, session de formation troisième cycle, et puis aboutir à l'enseignement des ETU. Là, je vous ai pris en copie d'écran les 5 premiers ETU qu'on voit sur la page. Il y en a 18. Et donc, c'est assez simple à retrouver. La liste complète des 18 ETU, je vous l'affiche. Je vais les reprendre brièvement, ne serait-ce que pour reprendre les 2-3 mots-clés par ETU. Donc, le premier ETU, c'est la radioprotection. Le deuxième, c'est les antibiotiques et l'antibiorésistance. Le TU 3, c'est maladies infectieuses émergentes. ETU 4, repères médecine de la douleur. ETU 5, soins palliatifs. ETU 6, médecine du travail. ETU 7, notions d'éthique et les notions associées. ETU 8, évaluation, méthodologie, biostat. ETU 9, addictologie. ETU 10, prescription adaptée. Évidemment, les titres sont un peu plus longs. Je vous les affiche, mais c'est pour ne pas surcharger le temps de parole et puis le suivi. Le TU 11 porte sur l'éducation thérapeutique. Le TU 12, communication interprofessionnelle. Le TU 13, qualité et sécurité des soins. Le TU 14, juste prescription du médicament. Le TU 15, geste d'urgence. Le TU 16, travail de thèse, article scientifique. Et puis, pour le TU 17, c'est les certificats médicaux. Et le dernier ETU, c'est la e-santé. Alors, actuellement, sur les 18 ETU, il y a 6 qui sont, je dirais, actifs, qui ont déjà été suivis, validés en bon nombre par les internes. Et ce sont les ETU sur radioprotection, douleur, méthodologie, éducation thérapeutique, qualité, sécurité des soins et juste prescription. Les ETU qui sont en cours de mise à disposition parce que il manque quelques éléments, par exemple, des QCM de validation, ils sont limitants puisque sans ces QCM, on ne peut pas élaborer un certificat de validation et donc il suffit de rajouter ces éléments. Donc ce sont des ETU qui sont en finalisation, on va dire,
Ils sont au nombre de 7, ils sont affichés, donc c'est le 2, le 5, 6, 9, 10, etc. Et il y a 4 ETU qui sont sans contenu disponible à ce jour. Et donc, bien entendu, au sein de la CNCEM, nous sommes en contact avec les collèges pour les solliciter, pour pouvoir mettre à disposition du contenu d'enseignement et de docimologie. Alors, sur cette liste de 18 ETU, information intéressante, c'est que la Direction générale de la santé a demandé la mise en place de 3 de ces 18 ETU, que sont la radioprotection, maladies infectieuses émergentes et juste prescription du médicament. Donc, sur ces 3, il y a l'ETU 1 et l'ETU 14 qui sont déjà disponibles, et puis l'ETU 3 va faire partie des ETU à mettre en place. Alors, je vous montre brièvement quelques éléments de statistiques que nos collègues de l'UNES ont très gentiment transmis. Donc, nous avons sur cette plaque le nombre d'étudiants au 3e cycle qui ont validé le certificat. Et donc, c'est justement grâce au QCM que la validation a pu se faire et que cet enregistrement a pu avoir lieu. Et donc, ce sont les 6 ETU qui sont en activité. Et on voit globalement que si on considère ce chiffrage qui remonte à l'ouverture, donc si on prend 2019 à ce jour, on est à peu près à quelque chose comme 200, un peu plus de 200 validations si on compte une grosse moyenne. Il y a 800 à 1184 étudiants qui ont validé en fonction des différents ETU, ça fait à peu près 300 en gros par année. Et donc, je termine avec quelques éléments d'agenda d'objectifs. Ce que nous espérons, c'est de pouvoir disposer en décembre 2022 d'ETU qui sont déjà en cours de mise à disposition, pouvoir les boucler pour pouvoir les mettre à disposition de manière efficace, donc active, et les mettre à la disposition des internes. Les ETU qui ne sont pas disponibles ce jour, nous avons comme objectif de les mettre à disposition des internes à partir de septembre 2023. Pour cette raison, nous allons contacter les collèges impliqués et les solliciter pour la production de contenu et puis également l'amélioration, l'allègement de certains ETU qui sont déjà déployés, qui sont déjà en phase de déploiement ou déjà déployés. Et puis, nous prévoyons également une remontée d'informations régulière à la conférence des doyens. Voilà, merci beaucoup. Nous tenons à remercier au nom de la CNCEM tous les collèges et tous les enseignants qui sont investis dans ces enseignements transversaux universels. Merci pour votre attention et je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Abdelrahim. Donc, merci beaucoup pour ce travail et on va avoir l'occasion de discuter. Donc, ce que je propose maintenant, c'est que moi, je vais regarder le chat et essayer d'orienter un petit peu la discussion. Certains d'entre vous préféreront prendre la parole. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous allons essayer de répondre soit à l'oral, soit dans le chat aux questions posées dans le chat. Et maintenant, il vous suffit de lever la main pour prendre la parole en sachant qu'on n'a pas forcément vision de tous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Et merci à ceux qui ne parlent pas de couper leur micro. Alors, s'il n'y a pas de première question, je vais commencer peut-être par interviewer Ayette et Olivier Palombi, puisqu'il y a eu des questions assez techniques posées sur finalement à quel moment la plateforme SIDES-NG sera désactivée, ne pourra plus être fonctionnelle. Assurez-nous que tous nos diaporamas sonorisés, nos matériels pédagogiques sont transférés sur la nouvelle plateforme. Comment accède-t-on à la nouvelle plateforme? Donc, est-ce qu'il y a moyen de répondre sur ces différents aspects? Certains nous disent, notamment Damien Sans-la-Ville, nous disait qu'il n'avait pas accès au bac à sable. Donc, il y a peut-être quelques questions techniques sur la plateforme, si vous voulez bien. En fait, par rapport à M. Damien, je viens de vous donner l'accès au bac à sable et j'ai créé à votre nom aussi
un cours à votre nom aussi pour Monsieur F. Fischer. Donc, j'attends juste le prénom de Monsieur Fischer. Donc, pour pouvoir ouvrir des espaces, du coup, il suffit juste de m'envoyer une demande et je crée l'espace cours au nom de l'enseignant. Voilà. Pour la migration, il suffit juste aussi d'envoyer un mail du coup, le mail que je vais le mettre sur le chat, formation, et on va procéder à la migration. Du coup, on s'assure qu'il n'y a pas de contenu qui soit mis sur SID-SNG et que l'enseignement est finalisé sur SID-SNG. Et on procède à la migration en une journée maximum. Et toutes les PPT sonorisés, les contenus sont migrés sur UNES Formation 3e cycle. Mais on laisse quand même pour les étudiants, pour les utilisateurs, on laisse une étiquette qui dit que voilà, les cours sont déplacés vers UNES Formation 3e cycle avec un lien qui mène vers la plateforme. Voilà, ça c'est pour répondre pour la migration. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, il y avait aussi des questions sur le bac à sable, savoir comment activer le bac à sable. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qu'est le bac à sable et comment ça fonctionne? En fait, le bac à sable, c'est un espace test dans lequel, c'est vraiment un bac à sable, c'est vraiment un espace test dans lequel vous pouvez, comme à la plage, jouer, faire des tests créer, par exemple, le H5P, comme je vous ai montré, sinon donc vous pouvez créer votre activité, voir comment est le rendu et tester, par exemple, la mise en place d'un badge. Et aussi peut-être pour les formations avec moi, avec mes collègues aussi, si vous avez par exemple envie d'apprendre quelque chose, de tester les badges, les certificats, les attestations de fin de parcours et tout ça, c'est des espaces pour cet effet en fait. Voilà. Après, peut-être aussi sur le chat, on n'aura pas accès, mais vous pouvez m'envoyer directement ou bien sur formation, ou bien sur mon mail, je vais vous le mettre aussi dans le chat, pour créer un espace bac à sable, pour faire des tests. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, allez-y. En fait, vous ne pourriez pas nous envoyer un petit mémo qu'on pourrait transférer à nos collègues? Moi, pour ma discipline, tout est sur SID-SNG et j'ai l'impression que le transfert ne va pas être si automatique que ça, puisqu'il va falloir vous demander, si je comprends bien, pour chaque cours en faisant un mail. Et puis après, quand est-ce que on prévient les internes de ne plus aller sur SID-SNG? Parce que pour le moment, en tout cas, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on leur dit. Je ne sais pas, Olivier. Après, moi, je sais que SID-SNG, en fait… Alors, juste pour vous expliquer, là, le transfert d'une plateforme à l'autre, il faut profiter du transfert pour vérifier que les choses vont bien, éventuellement les faire évoluer. Ensuite, ce qui se passe, c'est très simple, hein, ça paraît simple, mais il faut qu'un des responsables du collège de la discipline contacte Hayat ou l'équipe de l'UNES directement, et le calendrier, les annonces à faire après auprès de vos internes, c'est à définir avec les ingénieurs de l'UNES. Par exemple, si vous voulez rajouter un module ou faire une trajectoire comme on a montré en vidéo, ça va prendre un peu plus de temps, il ne faut pas envoyer les étudiants dessus direct. Donc moi, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est pour chaque discipline, parce qu'il y a des usages différents, il y a une temporalité différente, c'est vraiment de prendre contact avec Ayette, là, qui vous a mis son email dans le chat, je crois, où elle va le faire, et de prévoir un rendez-vous avec elle. Comme ça permet de cadrer les choses. Le transfert complètement automatique sans que personne s'y intéresse, c'est un peu dommage, quoi. Non, c'est pas ça que je prône. C'est juste que… Enfin, peut-être que les autres étaient tous au courant, mais moi, je découvre un peu tout ça. Enfin, on a déjà mis un petit moment à bien manier SID-SNG et là, on rechange de plateforme. Bon, personnellement, c'est pas moi qui suis la référente des plateformes. On a 2 MCUPH qui peut probablement pour elle ce sera beaucoup mieux, mais les examens se font aussi sur
la nouvelle plateforme? Parce que tous les QCM, tous les examens qu'on fait, c'est pareil? Oui, c'est conservé, hein. En réalité, c'est la même plateforme, c'est simplement qu'elle évolue en termes d'ergonomie, mais les fonctionnalités, sont très très proches, hein. Une fois que vous maîtrisez SID-SNG, la nouvelle plateforme, vous allez la maîtriser encore plus vite. C'est juste des petites avancées ergonomiques et des choses en plus. Et c'est pas une révolution, c'est pas un changement complet de la plateforme. D'accord, merci. Ayette, est-ce que tu peux mettre ton email en ligne? Là, il y a plusieurs personnes qui demandent dans le chat. Merci. Oui. Donc j'ai la parole, j'en profite. Là, Je vais peut-être faire une précision, c'est qu'on attendait de très longue date des améliorations significatives de la plateforme. Donc, ce n'est pas une nouvelle plateforme, hein. C'est vraiment une plateforme améliorée, plus ergonomique et surtout une plateforme qui permet aux coordonnateurs de travailler. Et ça, c'était vraiment très important. Les coordonnateurs avaient des difficultés à obtenir les données concernant la cohorte d'étudiants qu'ils prenaient en charge. Et là, ils vont avoir un travail de très loin facilité. Je rajoute une chose, c'est quel est le rôle de la CNCEM? Le rôle de la CNCEM, c'est d'informer l'ensemble des collèges et de coordonner les avancées. Donc là, on a la chance que notre Assemblée générale tombe au moment où l'UNES est en train de faire basculer les contenus sur cette nouvelle plateforme. Vous avez vu dans la présentation d'Ayette qu'il n'y a que 6 ou 7 DES qui ont déjà basculé. Nous, en médecine interne, on a eu le privilège de basculer parmi les premiers. Maintenant, on attend avec impatience qu'on puisse continuer à charger du contenu sur la nouvelle plateforme maintenant. Mais donc, bien entendu, c'est quelque chose de nouveau et n'ayez pas peur, vous allez pouvoir bénéficier de cette prestation. Et après, il vous appartient en tant que président de collège de prévenir tous vos coordonnateurs, toutes les personnes qui vont être impliquées dans la prise en charge des étudiants dans votre spécialité, dans votre DES, dans votre FST. Alors, pour les questions techniques, on n'a pas de baladeur. On est malheureux là parce qu'on a des problèmes d'appariteur. Donc, tu poses ta question, on va la répéter pour que tout le monde l'entende. Et bien sûr, tu auras ta réponse. Eric. J'avais déjà vu avec les référents UNES, mais pour être bien sûr, parce qu'effectivement, une des problématiques. Ils n'entendent rien. Oui, non, mais je pensais que. Il faut que ce soit Damien. Oui, où tu viens. Non, pardon, l'exploitation gériatrique. Juste un commentaire pour compléter ce que dit Luc, pour l'avoir fait de la bascule. Effectivement, c'est un rendez-vous avec le référent numérique ou les référents numériques. Ça prend 2-3 heures, c'est pas plus long que ça. Et l'UNES fait tout le bascule en fonction des dates que vous choisissez. Pour les commissions, ça arrange ou pas de le faire avant, après commission. Donc, c'est assez court. Simplement, il faut que les référents numériques, en anticipant, sachent ce qu'ils vont faire, garder, pas garder, changer les cours, pas changer, etc. Voilà, ça se fait bien avec les référents numériques. Après, juste une petite question technique. Aux gens de l'UNES, la grosse problématique, ce que Luc a soulevé, c'était pour le suivi, non pas des référents numériques qui finalement géraient la plateforme correctement, mais pour les coordonnateurs, l'énorme difficulté pour suivre leurs étudiants et notamment les avancer dans les cours. Et l'une des problématiques importantes était d'aller chercher chaque étudiant avec des listes qui n'étaient pas avec un moteur de recherche, mais se taper 20, 30, 40 pages en fonction du nombre d'étudiants des DES pour aller trouver son étudiant. Donc, c'est juste vérifier que cet élément a bien été inclus dans la nouvelle plateforme et qu'il y a un moteur de recherche qui permet de trouver l'étudiant et pas se taper la liste complète. Voilà, merci. Luc, si je peux me permettre d'intervenir, Ayette peut compléter. Effectivement, c'est une demande depuis le départ à juste titre. Il y a des modules spécifiques dans ce nouvel environnement qui permettent de faire ça. Il y en a même plusieurs. Après, on va essayer d'en choisir un seul qui convienne. Mais je pense que ça fera même l'objet, pour ceux que ça intéresse, d'un rendez-vous de l'UNES. Vous savez, là, ça souvent le vendredi après-midi, pour faire la démonstration de ce module. Donc oui, c'est tout à fait dans les tuyaux. Je ne sais pas, Ayette, si tu veux compléter, mais je sais que l'équipe pédagogique a fait des tests sur ça. Pardon, Olivier, je n'ai pas entendu au début de la question. Le début de la question, c'était l'outil de suivi des progressions des étudiants par les coordonnateurs.
Oui, en fait, il est en développement. Et pour le moment, on a dans les espaces courts déjà, on a un plugin pour suivre l'achèvement des activités, l'achèvement des tests, des quiz et tout ça. Et on a aussi le plugin UNES qui est en train d'être développé et sera disponible d'ici la fin de l'année, Bon. donc décembre 2022. Il y a deux choses dans la réponse. La première, c'est que de façon native, Moodle est beaucoup plus simple pour l'utiliser. Oui. Le suivi, c'est une grosse différence avec SIDSNG. Et la deuxième, c'est effectivement, il y a un truc sur mesure avec vraiment destiné au coordonnateur et qui a été fait sur mesure, qui est en train d'être fait. Moi, ce que je vous propose sur ce sujet-là, si la CNCEM est d'accord, si vous êtes d'accord, c'est qu'on mette ça à l'ordre du jour et qu'on vous prévienne bien à l'avance sur un rendez-vous de l'UNES qui se fait en distance un vendredi et on aborde ce sujet-là. Et on en fait une vidéo et comme ça nous permet d'avancer sur ce sujet. Mais clairement, cette demande a été enregistrée, notée, et donc du coup, on en tient compte. C'est pour ce qui concerne le troisième cycle sur la plateforme, l'objectif c'est de livrer cette solution de suivi améliorée par les coordonnateurs. Merci beaucoup Olivier. Il y a des questions de Xavier de Boissezon, Jacques Delarue. On va essayer de balayer les trois aspects, donc aussi les ETU et puis surtout la R3C dans le cadre de la mission de suivi. Alors, merci Luc. J'ai une question effectivement sur l'année de Docteur Junior. J'ai des infos discordantes de mon conseil de l'ordre, de mon président du conseil de l'ordre départemental qui dit que c'est pas du tout évident que ça compte pour la validation d'une année de secteur 2. Et j'ai une question. Donc, est-ce qu'il y a une certitude de ce côté-là? Et la deuxième chose, c'est si ça compte pour une année et qu'il en reste une à faire, est-ce qu'une année de chef de clinique avec l'interruption d'un contrat de 2 ans au bout d'1 an, est-ce que ça validerait la deuxième année? Alors, je ne sais pas si Benoît Weber est là et donc on est tous les deux en charge de la R3C. En principe, l'interruption d'1 an après 1 an d'un contrat de chef de clinique, comme c'est une année de chef qui valide, ça valide. Le problème, c'est qu'on ne peut pas partir sur une interruption de contrat comme une modalité de fonctionnement. Et en principe, c'est une année de phase de consolidation qui donne la première partie de l'accès au secteur 2, en effet. Benoît, je ne sais pas si tu veux compléter. On ne t'entend pas hyper bien, Luc, mais suffisamment pour que j'ai compris la question. Donc, effectivement, pour valider, pour être ancien chef de clinique, il faut avoir fait 2 ans consécutifs. Voilà. Alors, quand on a fait un an de docteur junior et 1 an de chef de clinique, on a un accès au secteur 2, mais on n'a pas le titre d'ancien chef. Je ne sais pas si j'ai été clair. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est la même chose pour les postes d'assistants. On ne peut pas être ancien assistant si on n'a fait qu'une seule année. Et donc, le bénéfice de l'année de docteur junior, c'est qu'ils ont un accès plus précoce au secteur 2, mais ils n'ont pas le titre d'ancien assistant ou d'ancien chef de clinique. Finalement, ça montre bien que ces postes de docteur junior sont vraiment un intermédiaire entre un interne et un assistant. C'est presque on aurait presque dû appeler ça assistant junior plus que docteur junior. Jacques? Oui, merci de me donner la parole. Je voulais poser la question à M. Oussala. Est-ce que le nombre d'ETU est susceptible d'évoluer? Autrement dit, est-ce qu'on peut en proposer de nouveaux ou est-ce que c'est figé sur les 18 que vous nous avez très bien présentés? Eh ben, j'ai envie de dire, je ne sais pas, parce que c'est honnêtement, je suis impliqué dans cette mission ETU depuis moins d'une année. Je pense que Luc pourrait abonder. En termes d'historique, il a un meilleur recul et il connaît très bien la question. Je ne sais pas si Luc, tu veux intervenir par rapport à la liste, comment est-ce qu'elle a été élaborée, quels étaient les critères. Il y a trois ETU qui ont été demandés par la DGS, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que l'exhaustivité ou le côté, on est à 108 heures à peu près aujourd'hui en termes d'enseignement transversal. Donc, l'étendre, je ne sais pas. Voilà. Luc, je te laisse la parole.
Merci. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on nous a fait déjà de nombreuses propositions, y compris les collèges qui n'avaient pas rempli le TU qu'ils avaient déjà à remplir, mais qui nous en proposaient déjà un autre. À un moment, il a été plaisanté qu'on pouvait faire un DES de TU, puisque c'était tellement volumineux. Donc, je crois qu'il faut rester très conscient des problématiques. Pour les 6 qui sont en ligne, les 6 doivent être améliorés. Certains sont déjà pléthoriques. Dans les priorités que vous avez données à Abderrahim, il y aura également d'alléger ceux qui sont déjà existants. Pour peu que les enseignants soient capables de faire du concis absolument, je dirais, minimum et très didactique en peu de temps, pourquoi pas, mais voyons déjà les 18 dans leur format définitif et faisons le point et demandons aux étudiants ce qu'ils en pensent. Là, pour l'instant, les évaluations qu'on a par un certain nombre d'étudiants que j'avais sollicités, puisque nous, en médecine interne, on demandait à tous les étudiants de visualiser les 6 ETU pour l'évaluation de leur phase SOP. Donc, j'ai des remarques très critiques de chacun des étudiants qui a visualisé les 6 ETU et il y a un peu de boulot pour les améliorer. Donc voilà, maintenant, je ne ferme pas la porte et la décision n'est pas la nôtre, hein, vous l'avez compris. Les décisions, elles sont prises conjointement entre des représentants de la CNCEM et des doyens en cours de conférence des doyens. De la même manière, pour les rendre un jour obligatoires, tout cela passera par la conférence des doyens. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, si, peut-être une dernière question brève. Est-ce qu'ils sont d'ores et déjà obligatoires ou est-ce qu'ils vont le devenir? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Excusez-moi. Ce que tu as vu dans les résultats que tu as présentés à Abderrahim, c'est qu'il y en a 1200 étudiants depuis 2017 qui ont consulté certains des ETU les plus fréquentés. Donc, vu le nombre de DES sur l'ensemble des spécialités, hein, ce n'est absolument pas obligatoire, même si à un moment, la conférence des doyens avait l'intention de les rendre obligatoires, par exemple à la fin de la phase d'approfondissement. Mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Merci.